L'agriculture est à la fois victime et responsable du changement climatique. Le réchauffement climatique, depuis, on va dire, une dizaine d'années, on le ressent de plus en plus. Mes beaux-parents me disaient toujours on cueillait des prunes en septembre. On commençait début septembre, on finissait fin septembre. Là, aujourd'hui, on commence fin juillet et on finit autour du 20 août. Des excès de sécheresse, des excès de température élevée. La pluviométrie est de plus en plus imprévisible. Les sécheresses, les inondations affectent la production. We hebben de laatste jaren veel meer last van nachtvorst in de bloei. Mijn vader heeft op 40 jaar 1 keer nachtvorst gehad. Ik heb op 7 jaar tijd 2 keer nachtvorst gehad. On a des hivers plutôt doux, donc la végétation avance plus rapidement. On gèle en général fin mars, début avril, à la période où les arbres, qui sont du coup plus en avance, sont en pleine floraison. Presque tous les ans, on a ce phénomène de gel sur fleurs qui nous fait perdre une bonne partie de la récolte. Et puis, l'agriculture est responsable du changement climatique, à la fois parce que la manière dont nous produisons produit beaucoup de gaz à effet de serre, et parce que nous avons des manières d'organiser la production, la transformation, l'empaquetage, la distribution, qui sont extrêmement gourmandes en énergie. En outre, les sols sont parfois utilisés de manière à ne plus pouvoir fonctionner comme puits de carbone. La matière organique des sols se réduit peu à peu, et donc les sols qui devraient être en mesure d'absorber le dioxyde de carbone, en fait, émet davantage de carbone qu'il ne peut en recevoir. On estime que les systèmes alimentaires sont responsables d'à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. La profession agricole est une profession qui s'appauvrit et qui a du mal tout simplement à vivre de son métier dans un moment où c'est plus que nécessaire, dans un moment où on a besoin aussi d'impulser des changements dans les modes de production avec le changement climatique et les pertes de biodiversité. Le changement climatique nous met face au mur, mais il faut que les agriculteurs soient soutenus pour ça et il faut qu'ils aient les moyens. Et nous pensons que le modèle de commerce équitable, c'est comme ça qu'il a fonctionné toujours aussi dans les pays du Sud, comme un moteur de la transition écologique, comme un moteur de la transition au bio. Mais pour ça, il faut un prix juste et il faut des moyens pour investir dans cette transition. Le commerce équitable a longtemps été associé à un prix juste pour les producteurs du Sud de la planète, afin qu'ils puissent vivre dignement de leur travail. Aujourd'hui, le commerce équitable se développe aussi pour les paysans du Nord. Bien souvent, sur la proximité, ils vendent à des très bons prix, mais c'est des petites quantités. Des ventes sur des circuits longs, ils vont vendre des volumes, mais à des prix qui ne sont pas satisfaisants. Et nous, on apporte une alternative qui va permettre de rééquilibrer les réseaux de distribution pour leur permettre d'augmenter globalement leur rémunération. C'est tout à fait important de comprendre que les circuits de commercialisation doivent accompagner l'encouragement à des pratiques agronomiques durables. Et c'est ce que la France a compris, je crois, avant la Belgique. Là où le commerce équitable Nord-Nord est encore balbutiant en Belgique, on le verra, le commerce équitable Origine France a émergé il y a une dizaine d'années. Il constitue un véritable levier pour changer les pratiques agricoles afin de les rendre plus respectueuses de l'homme et de l'environnement. Nous vous proposons de parcourir l'Hexagone à la rencontre d'hommes et de femmes convaincus qu'un autre modèle agricole est possible. En Normandie, la ferme du Chemin Perret est certifiée bio depuis 1998. 6 heures du matin, Michel Rago vient chercher ses vaches pour la traite. Le chemin qu'il emprunte est bordé de haies. Les haies, comme les prairies, sont des puits de carbone. L'augmentation de ces linéaires de haies permet de compenser, entre guillemets, l'émission de méthane des animaux. Dans notre ferme, si on voulait approcher le zéro carbone, il faudrait qu'on double notre linéaire de haies. C'est-à-dire qu'on passe de 20 à 40 km. Là, on serait dans une optique d'un lait neutre en carbone. Après, les haies ont d'autres intérêts. C'est un gros intérêt en termes pour l'adaptation, en termes d'ombrage des animaux. Ça peut permettre aussi, sur des périodes très sèches, de nourrir les animaux par le feuillage. Et puis après, on peut utiliser le bois en bois déchiqueté pour l'énergie de la ferme, donc ce qui améliore aussi le bilan carbone. Et on peut aussi utiliser le bois pour pailler les animaux l'hiver. Donc là, on va avoir un retour du carbone au sol quand on va épandre le compost qui est sur les prairies ou sur les cultures, quoi.
réintroduisant des vaches, des prairies, des haies, on pourrait très rapidement reconstruire cette diversité biologique et cette diversité paysagère aussi. C'est pas qu'une question de production, c'est déjà intéressant de produire pour nourrir les gens, mais c'est vraiment, on a un pouvoir en termes de paysage et de diversité biologique induit par ce paysage, on peut vraiment transformer les choses. Produire du lait tout en préservant l'environnement, c'est aussi l'objectif de Joachim Perochot en Loire-Atlantique. Grâce à son action, les vaches ne sont pas les seules à s'épanouir dans ces prairies. On a plus d'une centaine d'espèces d'oiseaux qui nichent. On a des équivalents à ce qu'on peut trouver dans les réserves naturelles à côté. On a 45 espèces de papillons de jour. On a plus d'une dizaine de chauves-souris. Voilà. Ça, c'est en fait, on est un réservoir de biodiversité par les pratiques et par les vaches présentes en fait sur la ferme. Parce que sans les vaches, on n'aurait pas cette biodiversité sur la ferme. Et sans cette biodiversité, on n'aurait pas un fonctionnement optimum pour nos prairies et on n'aurait pas les vaches à côté. S'il n'y avait pas des vaches conduites en agriculture biologique, on n'aurait pas les bousiers. C'est des petits coléoptères qui viennent décomposer les bouges 3 fois plus rapidement que si ça se faisait sans leur intervention. Et si ça se décompose rapidement, ça veut dire que ça va alimenter la prairie, les graminées notamment rapidement, et derrière ça va nourrir les vaches rapidement. Et ce petit bousier-là, il sert de nourriture à un oiseau qui s'appelle la pie-grièche écorcheur. Sans les vaches, pas de bousier, pas de pie-grièche. L'agroécologie, c'est très simplement travailler avec la nature comme un allié, reproduire dans la production agricole les complémentarités naturelles qui existent entre les arbres, les plantes, les animaux, de manière à avoir une approche de l'agriculture qui est beaucoup plus circulaire et beaucoup moins linéaire. C'est-à-dire que les déchets agricoles vont servir d'intrants, qu'on va dépendre beaucoup moins d'intrants externes, qu'on va recourir par exemple à des légumineuses pour fertiliser les sols au lieu de faire appel à des engrais azotés, ou qu'on va utiliser des méthodes de biocontrôle avec des cultures associées pour se protéger les unes des autres, plutôt que de recourir à des pesticides. Et donc ce sont toutes des techniques qui permettent d'améliorer, si vous voulez, la manière dont l'agriculture peut à la fois être résiliente par rapport au changement climatique et contribuer à son atténuation. Le lait des fermes de Michel Ragot et de Joachim Perochot est collecté par Biolait, un groupement de producteurs. On regroupe 1400 fermes, un tiers des exploitations laitières en agriculture biologique. Les objectifs premiers, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse être collecté et avoir une répartition de la marge transparente dans la filière et un niveau de prix qui permette une juste rémunération. Une part du lait vendu par Biolait est certifiée commerce équitable. Aujourd'hui, un volume un peu supérieur à 5% commercialisé sous le label commerce équitable, donc avec des exigences très strictes pour les deux parties. Depuis 2014, en France, une loi au sein de l'économie sociale et solidaire a reprécisé la définition de ce qu'est le commerce équitable. Le cadre législatif en France, c'est une grande chance pour les acteurs du commerce équitable et pour les labels. Le cadre, il est posé avec 3 grands principes qui sont les prix équitables basés sur les coûts de production, les engagements dans la durée de 3 ans minimum et le fonds de développement qui est versé aux groupements de producteurs, les groupements de producteurs étant organisés démocratiquement, et ça c'est précisé dans la loi et c'est très important. Et puis la loi a rajouté, la loi climat et résilience a rajouté ce volet agroécologique, donc le commerce équitable est un outil au service de l'agroécologie. 7 labels de commerce équitable Origine France existent actuellement. L'un d'eux s'appelle Bio-Équitable en France. L'association a été créée il y a 2 ans, en mai 2020. 57 membres fondateurs, des groupements de producteurs, des distributeurs, des transformateurs. Aujourd'hui, on est 90 membres. On est aujourd'hui environ 400 produits labellisés. Parmi eux, les fruits d'Amandine Le Cerf, des vergers de Baudigny dans les Hauts-de-France. Pommes, poires, prunes et cerises principalement. Un peu de noix, un peu de mûres. Le tout en bio. Nous, on a voulu vraiment être clair dans nos esprits et pouvoir dire à nos enfants, vous pouvez manger des pommes sans les laver, croquer sur l'arbre. Ça nous paraissait du bon sens. Aujourd'hui, sur le marché français, il y a quasiment 90% des références de produits équitables sont également labellisées bio, donc c'est un poids qui est très fort. Les entreprises, les acteurs du monde de la bio se sont aussi fortement engagés dans le commerce équitable, donc sur les filières internationales d'abord et maintenant sur les filières françaises. Donc c'est vrai qu'il y a cette convergence et je dirais que même pour nous, ce serait quelque part risqué qu'à travers le commerce équitable,
on rende rentables des pratiques agricoles qui devraient s'arrêter parce que trop polluantes. On fait du mouton Shropshire. L'objectif, en fait, c'était de ramener de l'animal parmi notre verger. Et le mouton Shropshire, pourquoi ? En fait, ce mouton, il a la particularité d'avoir la mâchoire prognate. Donc, au lieu d'avoir les dents bien alignées, il a les dents un peu en biseau. Et du coup, il n'arrive pas à ronger les écorces des arbres. Il abîme rien. Nous, ça nous permet d'avoir des petites tondeuses. Ça nous évite du travail de mécanisation. Et eux, ça leur permet de manger. Donc, ils sont nourris tout à l'herbe. Ils sont en bio. Ils sont très bio d'ailleurs. Et ils sont très sages, n'est-ce pas ? Bah oui. Ça va, chouchou ? Bon, nous, on est adhérents chez Nora Bio, donc il y a une coopérative qui rassemble environ 130 producteurs de fruits et légumes bio en région Hauts-de-France. On apporte à la coopérative notre production pour qu'elle puisse la commercialiser. Alors en pommes, on fait beaucoup de ce qu'on appelle le marché de l'expédition. Donc on vend, notre partenaire privilégié, c'était Biocoop depuis toujours. On fait également le marché région chez nous, donc qui permet d'approvisionner les cantines scolaires. Le groupement de producteurs, Nora Bio, est adhérent à Bio Équitable en France. Une partie de la production arbore donc ce label. Donc là, on est autour de 10% de produits vendus en commerce équitable. L'idée, c'est vraiment d'augmenter ce pourcentage et d'arriver autour de 30% dans quelques années. Les différents partenaires de la filière négocient des contrats trisannuels. Dans le prix équitable, on prend en compte le coût de production, y compris le travail des producteurs, bien entendu, de façon à ce qu'ils soient rémunérés correctement de son travail. On prend également en compte les risques climatiques qui sont de plus en plus importants, la capacité d'investissement pour l'agriculteur, pour qu'il puisse renouveler son outil de travail, et son organisation collective, son groupement. Voilà. Ça, c'est le prix minimum qui doit amener au prix équitable. Le prix équitable peut être un petit peu plus élevé que le prix minimum. Il y a même un travail qui consiste à définir les potentiels aléas, les variations qui pourrait y avoir sur le prix minimum au cours de ces 3 ans, pour que ce prix minimum puisse éventuellement évoluer. Ça, c'est le prix garanti dans le cadre du commerce équitable. Et le fonds de développement, c'est un montant qui est versé en plus du prix, en général à la fin de l'année, mais ça peut être versé au fur et à mesure. Ça dépend de l'accord qu'il y a entre le vendeur et puis le groupement de producteurs. Et ce fonds de développement doit permettre de mettre en place des projets collectifs au sein de l'organisation de producteurs, et notamment des projets au service de la transition agroécologique. Pour illustrer avec Biocoop, en tout cas, en 2020, il y a 1 million d'euros qui ont été versés dans de primes de développement qui ont été versées pour ce type de projet auprès des groupements, avec des relocalisations de filières comme la graine de moutarde, par exemple, qui est aussi un produit aujourd'hui qui subit une forte pression du fait de contexte géopolitique, mais aussi d'aléas climatiques qui ont eu un impact sur les rendements. La moutarde, c'est justement ce que récolte François Péloquin à la ferme de Chassagne en Charente. La spécialité de l'exploitation, c'est la production d'oléagineux comme le tournesol et de protéines végétales. Les légumes secs, historiquement, ça a été implanté sur la ferme par mon père dans les années 70. Il a été un des premiers à implanter ça dans le département de la Charente, en bio en plus. Les légumineuses sont des cultures particulièrement intéressantes parce que d'abord, c'était des plantes résistantes, résilientes à la sécheresse. Elles se nourrissent de l'azote de l'air. Elles réintroduisent l'azote capté dans l'air dans le sol. Et donc, c'est hyper intéressant, en particulier pour la production qui suit de céréales, même d'oléagineux. François Péloquin s'est associé il y a plus de 25 ans à quelques producteurs. Les fermes de Chassagne, c'est le nom de leur groupement. Objectif, valoriser leur production. Ils sont aujourd'hui 25 associés et une dizaine de producteurs non associés. Ensemble, on a une gamme plus large, on minimise les risques et puis on est capable de défendre des prix. L'existence de ce groupement, c'est l'offre d'une filière, d'un débouché assuré pour les producteurs du territoire. Cela a déjà permis des installations, des conversions à la bio et le maintien aussi de certaines fermes qui étaient éventuellement en difficulté et qui, grâce au groupement, ont retrouvé une sérénité économique. Les producteurs amènent leur production au groupement
Et le groupement se charge de tout le reste. Donc le groupement se charge de la réception récolte, du premier tri, du stockage, séchage éventuellement, des étapes de transformation, par exemple la meunerie, toutes les étapes de conditionnement et ensuite la commercialisation. Une nouvelle unité, plus grande, de stockage et de transformation, est en cours d'aménagement à quelques kilomètres à peine de la ferme. Le fait d'ouvrir à d'autres producteurs, il faut aussi trouver d'autres débouchés. Le commerce équitable, en l'occurrence, là, nous a permis de nous projeter collectivement sur cette nouvelle unité. Le changement d'échelle que nous sommes en train d'opérer correspond vraiment à la création d'une certaine filière longue qui est indispensable dans nos circuits de commercialisation. Comment ? On est le 4. Nous sommes le 5. Nous sommes le 5. Ça commence. Les ventes de commerce équitable de produits français en 2021, ça a représenté 7 millions d'euros. Donc, ce qui est peut-être intéressant de voir, c'est que on comptabilise depuis 2014. Donc, en 8 ans, c'est x10. On a une grande diversité de produits, peut-être une plus grande diversité que sur des filières internationales. Mais ce qui est le plus développé, ce sont les filières meunerie, boulangerie, donc à partir du blé, les fruits et légumes frais aussi, et les produits laitiers qui ont notamment fortement augmenté avec quelques engagements de marques très présents sur ces marchés-là. Nos derniers chiffres, qui sont ceux de 2021, sont encore très bons sur le commerce équitable, avec une croissance des ventes de 11%. Cette croissance, elle est aussi liée à une augmentation de l'offre, donc avec l'engagement de plus d'entreprises, des nouvelles entreprises ou des entreprises qui ont élargi leur gamme en commerce équitable, ce qui reste une très bonne nouvelle, mais peut-être un peu moins une dynamique de demande du marché. Et effectivement, début 2022, on n'a pas encore trop de chiffres, mais on sait que il y a en tout cas des inquiétudes clairement sur le marché, notamment de la bio, qui est liée évidemment du coup pour le commerce équitable. L'intérêt du commerce équitable, c'est que normalement, c'est pas les producteurs qui vont faire les frais de ces difficultés de marché. C'est tout l'intérêt de réussir aussi à maintenir ces engagements dans les périodes un peu plus difficiles, comme on risque de connaître actuellement et dans les mois à venir. On le voit, le commerce équitable Origine France a pris sa place sur le marché français en quelques années, favorisé par une législation ambitieuse. Mais qu'en est-il dans notre pays ? En Belgique, Oxfam contribue au développement des filières Nord. Alors on a développé il y a une dizaine d'années une démarche qui s'appelle Paysans du Nord, en fait, où on a introduit dans la gamme des produits qui s'inspiraient du commerce équitable Nord-Sud avec des critères et qui ont été appliqués au monde agricole et paysan belge, sachant que, comme vous le savez, il est en grande précarité. C'était notamment suite à la crise du lait de 2009, qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Et donc on a une série de produits qui résultent de cette démarche, notamment par exemple des jus de pommes. Les pommes proviennent de Flandre et notamment du verger de David Hermans dans le Limbourg. Ik ben omgeschakeld in 2020 en vanaf dit jaar ben ik biologisch, volledig. Ik kreeg heel slechte prijzen voor het gangbare fruit. Er was eigenlijk geen markt voor. En dat heeft mij over de streep getrokken om het risico te nemen en biologisch te gaan telen. On a commencé une collaboration avec des cultivateurs de pommes en transition parce que beaucoup d'entre eux n'étaient pas encore des cultivateurs bio, étaient des cultivateurs conventionnels qui utilisaient des pesticides, des insecticides. Et donc, on voulait aussi appuyer la transition à une culture durable, à une culture plus écologique et donc plus équitable à long terme, en fait. Ik heb dat uit eigen motivatie gedaan, maar het is wel zo dat we eigenlijk dankzij Oxfam wel een eerlijke prijs gekregen hebben, ook het eerste jaar voor onze appels, en dan bijzonder voor de appels van mindere kwaliteit. David Hermans fait partie de la coopérative Driewielgen. C'est le groupement de cultivateurs qui fixe les prix. Telkens voor de oogst wordt er eigenlijk bekeken met alle telers samen hoe dat de prijs zou kunnen evolueren. Het hangt ook een beetje af van de gangbare prijs. Als die heel laag is, dan wordt er eigenlijk toch nog een minimumprijs gegeven van bijvoorbeeld rond de 28 cent. Het is dikwijls dat gangbaar maar 10 cent opbrengt, maar wij proberen toch een minimumprijs te garanderen van 28 cent. Pour leur travail en culture biologique, les méthodes qui donnent une récolte souvent qui est bien en
qualité mais qui est moins en kilos, il faut donc payer un prix plus élevé que le marché conventionnel. La demande du consommateur belge pour des produits bio va à la hausse. Je crois que les cultivateurs vont suivre cette demande. Les dernières années, il y avait toujours un manque systématique de pommes bio, par exemple, en Belgique. On importait beaucoup de bio d'autres pays. Mais maintenant, donc, il y a une génération qui va cultiver de méthodes biologiques. Dans le cadre de notre démarche Paysans du Nord, chez Oxfam Magasin du Monde, on fait une recherche où on examine un petit peu le paysage du commerce équitable local en Belgique. Ce qu'on constate, c'est que les initiatives, il y en a de nombreuses, mais elles sont assez fragmentées et dispersées. C'est pas comme en France où il y a vraiment un cadre qui définit bien une série de critères. Il faut vraiment se poser la question de savoir est-ce qu'on doit créer un cadre, est-ce qu'on doit recréer de telles filières en Belgique. Ça, c'est un peu la question qui se pose pour le futur. Le fait d'avoir des filières longues, ça permet d'offrir des débouchés à des producteurs, et donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais ça peut présenter des risques de dérive, de reproduction du modèle, notamment de la grande distribution et de ses pratiques commerciales. Les GASAP, les groupes d'achat solidaires de l'agriculture paysanne, misent, eux, sur le circuit court. On a créé les GASAP il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, sur base du constat en fait que le nombre de fermes en Belgique diminuait de plus ou moins 40 fermes par semaine. Les GASAP, ce sont des groupes de citoyens qui se mettent ensemble pour acheter une partie de la production d'un paysan, d'une paysanne à l'année, en préfinançant en fait la culture. Et le principe du GASAP, c'est vraiment la solidarité avec le producteur avec lequel on travaille. L'idée, c'est vraiment d'avoir un soutien complet, de suivre une charte qui reprend des critères à la fois environnementaux, sociaux et économiques. On négocie pas les prix avec les producteurs, c'est eux qui décident de leur prix. On préfinance, comme ça, en fait, au moment où on doit acheter les graines, où il y a besoin de trésorerie, en fait, les mangeurs contribuent à cette trésorerie. Et on discute en fait aussi s'il y a des pertes. Est-ce que c'est le producteur qui doit supporter toutes ces pertes ou est-ce qu'on partage les risques avec les mangeurs, ce qui est très novateur en fait en termes de modèle. Et puis le soutien quotidien dans l'autogestion des groupes en fait. Donc le fait que les producteurs puissent livrer en vrac et que les paniers soient faits par les mangeurs. Après il y a aussi l'aide au quotidien sur le champ quand il y a une demande spécifique. En fait c'est des petits détails mais qui augmentent le salaire horaire du producteur ou de la productrice à la fin. L'autre jour, je suis rentrée avec 3 sacs en gîte GASAP, là, tu vois, les grands sacs. Et je les mets sur moi. Je me dis, en fait, la fois prochaine, je prends une photo de ce que j'ai ramené. Le but, c'est de sortir des supermarchés, en fait. Très clairement, on soutient une agriculture paysanne qui est définie comme étant une agriculture respectueuse du vivant. Donc, on va plus loin que les principes de labellisation biologique. On utilise justement rarement le terme de commerce équitable parce qu'il est très connoté nord-sud. On travaille vraiment sur la dimension de justice, d'avoir un prix juste, d'être juste avec le producteur au sens il nous fournit des légumes localement qui rendent des services environnementaux respectueux de la biodiversité, de notre santé. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire nous pour être juste dans la relation qu'on a avec ce producteur. Aujourd'hui, voilà, on compare par rapport à la grande distribution parce que c'est le modèle qui s'est imposé. Mais si la grande distribution n'était pas financée par toute une série de politiques telles que la politique agricole commune, etc., en fait, il y aurait un équilibre qui serait rétabli parce que l'alimentation serait beaucoup plus chère. Et donc, on voit qu'il y aurait une tension aussi parce que si l'alimentation était beaucoup plus chère, il y a plein de gens qui n'auraient plus accès à l'alimentation. Donc, on aurait des émeutes de la faim. Enfin, ce serait catastrophique. Et donc, on se rend compte à ce niveau-là que c'est tout le modèle qu'il faut changer. C'est voilà, c'est pas que le modèle de distribution, c'est le modèle social. Et donc, en fait, c'est un chantier colossal qui nous attend si on veut des systèmes alimentaires qui soient plus résilients, plus justes, plus locaux. Voilà, ça va prendre des années. Un grand défi pour le commerce équitable, c'est de sortir aujourd'hui de la niche qu'il occupe pour s'étendre et, on peut l'espérer, pour qu'un jour le commerce équitable devienne la norme plutôt que l'exception. Pour cela, il faut une information bien plus complète et bien plus rigoureuse à destination des consommateurs, des consommatrices, pour que les labels commerce équitable soient compris. Les consommateurs aujourd'hui font face à une prolifération des labels et ne savent plus comment les interpréter. Il faut aussi des incitants fiscaux. Je suis en faveur de ce que la fiscalité favorise le développement du commerce équitable en réduisant par exemple la TVA
sur les produits qui obtiennent le label. Et il faut évidemment que le cadre législatif garantisse la crédibilité du label et favorise l'extension de ce mode de production beaucoup plus durable. Les pouvoirs publics ont donc un rôle à jouer. Le commerce équitable a démarré comme une innovation sociale portée par les citoyens, par les associations. Les pouvoirs publics doivent à présent jouer leur rôle et accompagner ce mouvement.